Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans le cinquième épisode de Je suis nul en histoire, mais je me soigne. Aujourd'hui, on réagit à l'actualité suite à l'attaque du Hamas contre Israël et à la réaction d'Israël qui a été plutôt musclée, on peut le dire. On va essayer de comprendre, dans les grandes lignes au moins, parce que c'est un sujet très vaste, le conflit israélo-palestinien. Alors, je rappelle, bien entendu, ça me paraît évident, mais voilà, on ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, hein. On déplore toutes les victimes civiles et toutes les violences qui ont été faites par l'un ou par l'autre camp. Euh, voilà, on est solidaire de toutes les personnes qui sont victimes de cette horrible barbarie. Mais voilà, pour bien comprendre, et surtout dans un quotidien, il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, sur ce qui s'est réellement passé, voilà. Je pense que c'est important de retourner à l'histoire, et pour ça, je fais appel à mon professeur personnel, Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas en plus si un épisode suffira pour traiter ce vaste sujet. On va essayer en tout cas d'y voir clair dans les grandes lignes. Ouais, On c'est va. très simple, c'est très simple. Je te l'expédie en 30 secondes. Une terre, deux peuples. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Non, non, bah, alors c'est un peu ce que j'ai compris. Effectivement, c'est une très bonne introduction, hein, de toute façon, parce que moi je le voyais de loin naïvement comme le conflit entre les juifs et les musulmans sur une terre unique. Voilà, j'ai essayé de lire un petit peu en préparation de cet épisode, et en fait mon point de vue a pas beaucoup évolué depuis parce que j'ai toujours l'impression que ça se résume à ça. Alors peut-être qu'on va commencer par revenir rapidement, parce qu'on pourrait y passer des heures, sur l'histoire de la Palestine d'une part et l'histoire d'Israël d'autre part. Frédéric, est-ce que tu te sens capable de résumer ça? Oui, on va essayer. Allez, on va essayer. Bon, on commence à voir des traces de présence juive en Palestine en moins de 1200 avant Jésus-Christ. Hein. Donc ça remonte très loin. Et le royaume d'Israël de l'époque s'est créé vers 1000. C'est le fameux royaume de Saoul, David et Salomon, hein, qu'on trouve dans la Bible, mais qui a probablement existé d'un point de vue historique. Alors après, ces royaumes, ce royaume s'est scindé en deux. Il s'est scindé dans un royaume de Juda, et puis avec la capitale Jérusalem, et un royaume d'Israël proprement dit, avec capitale Samarie. Et puis, il se trouve que la Palestine, pour son malheur, est coincée entre l'Égypte au sud et au nord, la Syrie, le Liban, etc., qui sont en général occupés par des puissances impériales. Hein. Alors, ça a été successivement euh, l'empire l'empire babylonien, ça a été l'empire perse, et puis après, il y a eu l'empire romain, il y a eu l'empire arabe, etc. Donc, c'est un lieu de passage. Et ça complique évidemment énormément les choses parce il y a un intérêt stratégique à posséder la Palestine. Quand on regarde une carte, c'est le corridor unique pour relier l'Afrique à l'Asie, hein, à une époque où il y avait pas l'avion. D'ailleurs, je regardais sur Wikipédia, il y a un petit schéma presque amusant si ça en était triste. Quand on va sur la page de Jérusalem, on voit tous les changements de possession. C'est une ville qui n'a jamais été aux mains des mêmes personnes. Alors, s'il y a quelques exceptions, c'est resté aux mains de quelques puissances pendant plus de 500 ans, mais c'est une exception plutôt que la règle. Voilà, exactement. Donc, pour faire très court, il y a eu les Assyriens, il y a eu les Babyloniens, il y a eu les Perses, hein, il y a eu Alexandre le Grand, et c'est le Cid qui l'ont remplacé. Ensuite, il y a eu les Romains. Hein, voilà, tout ça, c'est pendant l'Antiquité. Tous ces gens-là sont passés, ont dévasté, ont déporté, ont détruit le temple de Jérusalem, qui a été reconstruit deux fois, ont détruit Jérusalem proprement parlé. Donc, ça a été un long épisode de bagarre entre les empires. Bon, la période romaine est celle elle a duré relativement longtemps, puisqu'elle a duré à peu près 300 ans. C'est pendant cette période romaine que notamment a eu lieu l'épisode du Christ. Hein. Le Christ, il ne faut pas l'oublier, il était juif au départ. Hein. Donc, ça fait partie de l'histoire biblique. Puis le Christ, en plus, c'est un prophète aussi chez les musulmans. Donc, c'est commun aux trois religions du livre.
Alors les Romains sont arrivés évidemment les Arabes, hein, les Turcs. Comme Jérusalem abrite trois lieux saints, hein. Jérusalem, c'est en même temps un lieu saint pour les Juifs, bien sûr, puisqu'il y a eu le temple qui a été reconstruit plusieurs fois, le temple de Salomon. C'est un lieu saint pour les chrétiens parce que c'est là où il y a le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre. Et c'est aussi un lieu saint pour les musulmans parce que dans le Coran, Mohamed serait monté au ciel en partant de ce qui est la place maintenant de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Donc, c'est ces trois lieux saints, donc trois religions qui le revendiquent. Le simple fait que ce soit le Saint-Sépulcre, eh bien, ça a amené les croisades. Il y a eu un État, un royaume de Jérusalem qui a été créé par les Francs entre 1099 et 1187. Bon, et progressivement, les Turcs ont repoussé les chrétiens à la mer. Bon, après, c'est resté pendant très très longtemps une possession de l'Empire ottoman, qui l'administrait d'ailleurs directement depuis Istanbul, parce que comme c'était un endroit extrêmement sensible, il n'était pas question de le confier à des roitelets locaux, hein. Entre parenthèses, les Turcs dans l'ensemble ont été assez tolérants vis-à-vis des trois religions. Ils ont laissé d'ailleurs l'administration des lieux saints aux différentes religions, mais comme par exemple le Saint-Sépulcre, les différentes tendances religieuses chrétiennes n'arrivaient pas à s'entendre, eh bien, on a confié la gestion du Saint-Sépulcre à une famille musulmane. C'est quand même assez amusant, hein, parce que voilà, entre les chrétiens de différentes obédiences, ils en arrivaient à échanger des coups, hein, pour la gestion du Saint-Sépulcre. Et encore maintenant, c'est une famille musulmane qui, chaque matin, fait l'ouverture du Saint-Sépulcre aux touristes et aux pèlerins. J'en profite rapidement. Tu dis que ça a été plutôt calme à l'époque des Turcs. Par contraste, à l'époque des croisades, c'était plutôt musclé. De manière générale, est-ce que les croisades sont une exception ou est-ce que ça a été parsemé de violence tout au long de l'histoire? Oui, il y a eu des violences parce qu'on ne cohabite pas dans une terre aussi restreinte entre différentes confessions sans qu'il y ait des problèmes, évidemment, hein, forcément. Mais il y a eu des périodes d'accalmie et des périodes de tension. Mais les périodes de tension, alors, mis à part les tensions pendant l'Antiquité où les empires se sont battus pour posséder la Palestine, mais les périodes de tension sont maintenant plutôt vers notre époque. Ça a commencé à partir du XXe siècle. Ah, parce que finalement, tant que les Turcs ottomans maintenaient l'ordre, ça se passait pas trop mal, hein, ça se passait pas trop mal. Il y avait très peu de Juifs en Terre Sainte puisqu'ils avaient été dispersés, la fameuse diaspora, hein, avait été dispersée justement par les Romains. Il y avait des Arabes, il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, mais qui n'étaient pas bien nombreux. Et finalement, bon an, mal an, ça se passait pas trop mal. Et puis, il y a eu le phénomène du sionisme. Alors, le sionisme, c'est une espèce de, comment on pourrait dire, de philosophie politico-religieuse qui veut que les Juifs reviennent vers la Terre Sainte. Alors, au départ, d'ailleurs, le sionisme, c'était pas forcément aller vers la Terre Sainte, c'était trouver une terre pour les Juifs. Les Juifs ont toujours été persécutés un peu partout dans le monde, et notamment en Occident. Ils ont été persécutés en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, ils ont été persécutés en Russie, enfin dans toute l'Europe centrale et orientale. Donc pour eux, la solution, c'était d'avoir une terre à eux. Alors au départ, les premiers sionistes, Herzl, Weizmann, ne pensaient pas forcément à revenir en Terre Sainte. On leur aurait donné une terre ailleurs, ça aurait été... on a pensé à l'Argentine, on a pensé à l'Ouganda. Mais finalement, le poids de l'histoire faisait que, assez naturellement, on pensait à la Terre Sainte de la Bible, hein, qui avait été désignée par Dieu comme étant la terre où devaient résider les Juifs. Bon, alors ce mouvement sioniste, il s'est réveillé à la fin du 19e siècle
et il a commencé à faire un peu de bruit. Il a commencé à organiser l'émigration de Juifs en Palestine, mais à l'époque à petite dose. Ces Juifs arrivaient à dose homéopathique et achetaient des terres sur place. Ça posait pas trop de problèmes. Il y avait encore donc la domination turque. Les sionistes ont réussi à faire une sorte de négociation avec le gouvernement anglais. Bon, lors de la Première Guerre mondiale, les Turcs étaient alliés aux Allemands. Donc, les Britanniques et les Français ont porté la guerre au Moyen-Orient pour y déloger les Turcs. Et notamment, les Anglais se sont emparés de la Palestine et de Jérusalem, en s'appuyant notamment sur les Arabes, le fameux Lawrence d'Arabie, qui a fait en sorte que les Arabes viennent aux côtés des Anglais contre les Turcs. Et puis, ces Anglais se sont dit, finalement, on va peut-être se mettre aussi les Juifs de notre côté. Et le ministre des Affaires étrangères de l'époque, du Foreign Office, Lord Balfour, a conclu un accord avec les sionistes pour leur dire, bon, eh bien écoutez, nous Britanniques, puisque maintenant il est à peu près certain qu'on va s'emparer de la Palestine au détriment des Ottomans, on est d'accord pour que les Juifs aient droit à un foyer national en Palestine. Donc les termes sont importants parce qu'un foyer national en Palestine, ça ne veut pas dire qu'on leur donne toute la Palestine. C'est qu'on admet que des Juifs peuvent s'installer en Palestine. Et il était même précisé dans la déclaration Balfour que c'était sans remettre en cause les droits des peuples qui y résidaient déjà. Donc l'Empire ottoman s'est effondré. Le Moyen-Orient a été partagé par les fameux accords Sykes-Picot, dont on entend encore parler maintenant. C'était Sykes, un diplomate britannique, et Picot, un diplomate français. La France s'est gardée le Liban et la Syrie, et la Grande-Bretagne s'est accordée la Palestine, la Jordanie et la Mésopotamie. Et tout ça, ça a été ratifié par la Société des Nations qui venait d'être créée, qui a confié un mandat, d'une part à la France et d'autre part à la Grande-Bretagne, notamment sur la Palestine. Alors un mandat, il faut bien voir ce que c'est. Ce n'est pas l'autorisation de rester ad vitam aeternam, c'est simplement l'autorisation d'administrer un territoire que l'on ne considérait pas encore mûr pour l'indépendance. Donc il était de toute façon dit dans l'esprit du mandat qu'un jour ou l'autre, les Britanniques devraient partir. Donc là, on est en 1920 à peu près. Alors, en 1920, voilà, en 1920, c'est là que le mandat britannique est plus ou moins donc accordé. Il sera officialisé, je crois, en 1922. Mais enfin, ça, c'est simplement un problème diplomatique. Donc, les Britanniques occupent la Palestine. Dans un premier temps, donc, les Juifs émigrent en masse en Palestine. Mais ça commence à poser des problèmes parce qu'évidemment, les Arabes qui résident en Palestine voient arriver ces gens-là avec quand même beaucoup de réticence, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Juifs achètent des terres, ils s'installent en grand nombre, ils ont des familles nombreuses, etc. Et il y a les premiers incidents dès 1920 entre Juifs et Palestiniens. Juste, excuse-moi, j'ai besoin de comprendre vraiment le contexte. Les Juifs qui s'installent, tu dis qu'ils achètent déjà des terres, pardon, c'est plutôt des gens bourgeois ou au contraire, c'est plutôt des gens presque comme des réfugiés ou comment ça se... Alors, à l'époque, c'est pas, oui, alors c'est un peu les deux parce que s'ils quittent leur terre s'ils quittent la Russie, s'ils quittent les pays d'Europe centrale et orientale, s'ils quittent l'Allemagne, c'est parce que justement, ils se sentent persécutés. Donc, c'est quand même quelque part des réfugiés. Mais les premiers n'étaient pas des réfugiés en haillons, c'était des gens qui effectivement faisaient plutôt partie d'une classe éduquée et puis qui avaient quand même quelques capitaux pour acheter des terres, même si les terres valaient pas grand-chose à l'époque. Voilà. Alors, c'est cet alia, puisque c'est ce qu'on appelle l'alia, c'est
des Juifs qui émigrent sur la terre promise. Donc, elle a été freinée par les Britanniques qui ont bien senti que ça allait dégénérer. Entre 1936 et 1939, il y a eu une quasi-insurrection arabe contre la présence des Juifs. Ça a été très sanglant. Et les Britanniques ont tant bien que mal essayé d'assurer l'ordre. Et donc, ils ont freiné des cas de fer l'arrivée des Juifs. Ils ont regretté finalement la déclaration Balfour. Quand tu parles d'insurrection, c'est plutôt de la part de la population civile ou il y a eu vraiment un conflit armé avec des armées, des batailles rangées, tout ça? Alors, c'était pas des armées à l'époque, c'était une insurrection de civils. Bon, il y avait des armes. Il y avait des Arabes qui persécutaient les Juifs parce que, tout simplement, les Juifs étaient considérés comme étant des sortes d'envahisseurs. Hein, donc, il y a eu vraiment des échanges de coups de feu. Bon, à l'époque, c'était pas avec des roquettes, c'était avec des pétoires, avec des armements plus rudimentaires, mais il y a eu du sang qui a coulé. Et les Britanniques ont dû rétablir l'ordre par la force. Hein. Ça a été assez douloureux, assez douloureux. Alors, après, on a eu la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, bon, il ne s'est pas passé grand-chose en Palestine. C'est après la Seconde Guerre mondiale que ça a commencé, ça a de nouveau dégénéré, parce que un grand nombre de Juifs sortaient des camps de concentration. Ils ne pouvaient plus retourner en Russie, en Pologne, en Allemagne, parce qu'ils se sentaient vraiment comme des intrus. Ils avaient perdu leurs biens, très souvent. Hein, ils avaient perdu une grande partie de leur famille. Donc, beaucoup se sont dit, pour éviter toute persécution, on va aller vers la Terre Sainte. Et on a commencé à voir arriver des navires pleins, remplis de Juifs, allant vers la Terre Sainte. Seulement, les Britanniques, évidemment, se sont dit, oh là là, ça y est, ça va nous provoquer encore des insurrections arabes. Ça a été le fameux épisode bien connu de l'Exodus. Ce bateau chargé de réfugiés qui a été intercepté par la marine britannique et les gens ont été débarqués à Haïfa pour être embarqués immédiatement dans des bateaux prisons et renvoyés vers l'Europe. Ça a provoqué d'ailleurs un tollé parce que c'était des traitements évidemment qui étaient considérés comme absolument inhumains vis-à-vis de gens qui sortaient pour beaucoup des camps de concentration. Hein. Donc les pauvres, ils se retrouvaient de nouveau derrière des barreaux et cette fois-ci mis derrière ces barreaux par les Britanniques. Donc c'est ça les efforts qui étaient faits par les Britanniques pour freiner l'arrivée de migrants juifs. C'était des coups de force comme ça. Voilà, exactement. Mais ça n'a pas résolu le problème parce que les Juifs ont réagi vis-à-vis des Britanniques en pratiquant une forme de terrorisme. C'est la fameuse armée secrète de l'Irgun et de la Haganah. C'était deux groupes armés rivaux, mais qui étaient des groupes armés juifs qui luttaient contre la domination britannique en se disant tant qu'il y aura les Britanniques, eh bien, on ne pourra pas être tranquille. On ne pourra pas faire venir les Juifs comme on voudrait. Alors, les Britanniques ont fait des efforts désespérés pour rétablir l'ordre. À une certaine époque, il y avait plus de 100 000 soldats britanniques qui étaient sur le territoire de la Palestine, ce qui est énorme. Et finalement, les Britanniques, ils étaient exsangues suite à la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient bien d'autres problèmes à gérer avec l'Inde qui demandait son indépendance, etc., la Malaisie qui se soulevait. Au bout d'un certain temps, ils ont dit, écoutez, puisqu'on n'est pas plus les bienvenus en Palestine, et que de toute façon, on a un mandat qui devra un jour se terminer, eh bien, on va s'en aller. Et ils ont dit, on confie ce problème-là à la nouvelle ONU, qui remplaçait la SDN, en leur disant, bon, maintenant, débrouillez-vous. Hein, nous, on va partir. On en a marre. Donc là, on est en 1948, je crois bien. On est en 1947. On est en 1947. Ok, d'accord. Alors, l'ONU se retrouve avec ce problème à gérer. Elle accouche difficilement d'un plan de partage de la Palestine en se disant, finalement, la solution, c'est de peut-être créer un État juif d'un côté et de l'autre côté, un État arabe. Et au milieu, Jérusalem,
qui est un peu une pomme de discorde entre toutes les religions, serait une sorte de ville internationalisée qui n'appartiendrait ni à l'un ni à l'autre. Alors évidemment, quand on fait un partage comme ça plaît à personne. C'est-à-dire que les Arabes considéraient que l'ONU avait donné trop de territoire aux Juifs, et les Juifs considéraient qu'ils n'avaient pas assez de territoire pour eux. Donc ça a commencé à dégénérer. Entre-temps, les Juifs ont dit, puisque les Britanniques s'en vont, eh bien on va créer l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël a été officiellement proclamé en 1948. Et tout de suite derrière, il y a eu la guerre. Alors là, ça n'a pas été une guerre israélo-palestinienne, ça a été une guerre israélo-arabe. C'est-à-dire que tous les pays environnants ont pris fait et cause pour les Palestiniens. L'Égypte, la Jordanie, qui était devenue indépendante, la Syrie et le Liban, qui étaient devenus aussi indépendants, hein, puisque la France avait aussi résilié son mandat. Et ces armées arabes ont envahi Israël. Israël s'est très bien défendu, grâce notamment à l'aide en sous-main de l'Union soviétique, qui lui a fait passer des armes. À l'époque, les intérêts soviétiques et les intérêts israéliens convergeaient. Hein. On verra qu'après, ça sera plus tout à fait la même chose. Pourquoi du coup les Soviétiques ont aidé Israël? Parce que d'abord, c'était une bonne occasion de foutre les Britanniques dehors. Et puis, il y avait aussi un calcul assez machiavélique. C'est-à-dire que Staline, qui était au pouvoir encore à l'époque en Russie, enfin en URSS, se disait, moi, les Juifs, j'aime mieux les avoir en Terre sainte que chez moi en URSS. Parce que Staline était un antisémite. Hein, et l'antisémitisme existait toujours en URSS, même si officiellement c'était la patrie de tous les peuples, etc. Bon. Donc il y avait cet intérêt-là en disant, finalement on va se débarrasser de tous ces Juifs qui sont encore assez nombreux en Russie, on va les envoyer là-bas et ça sera très bien, on n'aura plus de problème domestique. Ouais, il y avait un intérêt commun à ce moment-là. Les Israéliens ont réussi à repousser les armées arabes qui n'étaient pas bien équipées, qui n'étaient pas bien entraînées, pas très motivées, etc. Et ils ont réussi à faire un État d'Israël même un peu plus grand que ce que prévoyait le plan de partage de l'ONU. Bon, on a eu une période, je dirais, de relative accalmie jusqu'en 1956. En 1956, Nasser a nationalisé le canal de Suez. Le canal de Suez, c'était une gestion commune franco-britannique. Donc, compte tenu de l'enjeu stratégique du canal de Suez, les Français et les Britanniques ont réagi en envoyant une expédition en Égypte. Et ils se sont appuyés sur les Israéliens. Les Israéliens ont soutenu l'expédition franco-britannique. Bon, et ça s'est terminé, finalement... Les deux grands, les USA et l'URSS, ont dit aux Français, aux Anglais, arrêtez vos conneries maintenant parce que sinon on va se fâcher. Donc on a arrêté l'expédition et puis finalement on a acté le fait que Nasser s'empare du canal de Suez. Mais il y a eu donc une participation des Israéliens aux côtés des Français et des Anglais contre l'Égypte. On retrouve encore une période de relative accalmie jusqu'en 67, ou en 67, et il y a eu de nouveau un conflit entre Israël et ses voisins. Ses voisins soutenant les Palestiniens en sous-main. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que suite à la proclamation de l'État d'Israël en 1948, beaucoup de Palestiniens sont partis. Ça a été ce qu'on appelait la Nakba, c'est-à-dire c'est le grand malheur. Hein. Beaucoup de Palestiniens sont partis en Jordanie, sont partis au Liban, sont partis en Syrie, quelques-uns sont restés en Israël, mais c'est un traumatisme qui est encore présent dans les mémoires. Hein. Les réfugiés palestiniens, en 2023, il y en a encore qui sont dans des camps administrés par l'ONU, des camps qui datent de 1948. Ils ont été chassés de leur terre, où ils sont partis volontairement, sentant qu'ils ne pourraient pas cohabiter avec les Israéliens. Donc,
périodiquement, les États arabes prennent fait et cause pour ces réfugiés. D'autant plus que ces réfugiés dans les pays où ils sont pas forcément les bienvenus. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des États arabes qui se disent ben, on aimerait bien que les Palestiniens qui sont chez nous, ils reviennent en Palestine. Parce qu'ils provoquent des déséquilibres démographiques, économiques dans les États où ils arrivent. Quand tu as une masse de plusieurs centaines de milliers de personnes qui arrivent, qui s'installent sur ton territoire dans des camps, ça pose énormément de problèmes. Ça a posé des problèmes à la Jordanie, ça a posé des problèmes dans une moindre mesure à la Syrie, ça a posé d'énormes problèmes au Liban, qui est un État multiconfessionnel. Au Liban, tu as des chrétiens, alors des chrétiens de différentes obédiences, maronites, orthodoxes, etc. Tu as des juifs, t'as des musulmans chiites, sunnites. Bon, l'arrivée de ces Palestiniens au Liban, ça a été une véritable source de déstabilisation pour l'État libanais. Il faut bien voir ça aussi. C'est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il y a une sorte de grande solidarité entre les Arabes entre Israël. Non, pas du tout. En parole, oui. En parole, oui. C'est-à-dire que les dirigeants te jurent la main sur le cœur qu'ils soutiennent le peuple palestinien, mais on verra dans la suite des événements que c'est pas forcément le cas. Bon, donc 1967, guerre entre Israël et ses voisins, remportée haut la main par Israël, à tel point qu'Israël conquiert Gaza et le Sinaï sur l'Égypte, conquiert la Cisjordanie sur la Jordanie. La Cisjordanie, c'est la partie qui est à l'ouest du Jourdain, et conquiert le Golan sur la Syrie. Bon, sur le Liban, ils n'ont pas pris grand-chose. Voilà. Donc là, c'est une victoire totale d'Israël qui en quelque sorte, réalise le rêve du grand Israël. C'était la guerre des 6 jours, c'est ça? Voilà, c'est la guerre des 6 jours. Voilà. Mais comment ils ont fait pour être aussi... Là, j'ai l'impression que depuis le début, il y a un déséquilibre de force entre Israël et... alors qu'Israël est enclavé, c'est un État qui s'est créé après coup, qui est entouré, qui est ouais, littéralement entouré par des pays qui, bon, même s'ils ont des tensions, ils s'allient pour essayer de l'attaquer. Comment Israël fait pour s'en sortir? Est-ce qu'encore une fois, il y a eu des livraisons d'armes, de soutien de grandes puissances? Oui, traditionnellement, Israël est soutenu par les États-Unis. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a une communauté juive extrêmement importante et influente aux États-Unis qui a toujours fait pression sur le Congrès pour que les États-Unis aident Israël. Et c'est encore valable aujourd'hui. Quand tu vois l'attitude de Biden vis-à-vis d'Israël, on voit quand même qu'il y a un certain parti pris. Hein, il ne met pas à égalité les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. Bon, c'est une longue tradition. Donc, les États-Unis ont toujours armé, financé Israël. Ça leur permettait d'avoir un pied au Moyen-Orient et d'y jouer un rôle important. À l'époque, le Moyen-Orient, c'était quand même le pétrole. C'est toujours le pétrole, sauf que maintenant, les Américains, ils ont produit suffisamment pour se passer de celui du Moyen-Orient. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, grâce à cette... J'en profite pour faire une boucle avec notre épisode sur la justice pénale internationale, où justement, je crois que c'était Trump qui s'était, enfin, en tout cas, le gouvernement Trump qui s'était insurgé contre la volonté de juger les crimes de guerre Oui, israéliens. exactement, exactement. Ouais. Il y a toujours eu une partialité des Américains au profit des Israéliens. Donc, guerre des 6 jours remportée haut la main par les Juifs à Grand Israël. Et là, ça a été vraiment le commencement des problèmes que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que cette fameuse Cisjordanie, cette fameuse bande de Gaza, eh bien, le fait que Israël les ait conquis, ils s'en mordent les doigts encore aujourd'hui. Ça dépend de quel point de vue on se place. En Cisjordanie, c'est un territoire occupé du point de vue du droit international. Ce n'est pas un territoire israélien. Un territoire occupé, normalement, tu n'as pas le droit d'y transférer des populations. Et pourtant, compte tenu de l'afflux de plus en plus important de juifs venant d'Europe,
il a fallu les loger, il a fallu les mettre quelque part, ces Juifs. Et on a créé des colonies en Cisjordanie, au milieu d'une population qui était essentiellement arabe musulmane. Il y a eu des colonies qui ont été créées aussi à Gaza, qui avant 67 était une possession égyptienne. Bon. Et ça n'a pas cessé depuis. C'est-à-dire ces colonies ont grossi au détriment des Palestiniens. Ensuite, Attends, on a eu... Oui. je me permets. Du coup, en fait, à ce moment-là, il y a plus de territoire du tout pour les Palestiniens, si ça a encore un sens de parler de Palestiniens d'ailleurs. Exactement. Il n'y a plus de territoire dédié aux Palestiniens. Alors, tu me diras qu'avant, il n'en avait pas non plus, mais simplement la Cisjordanie était entre les mains de la Jordanie, donc qui était un royaume arabe. Donc, on était entre musulmans, entre gens de plus ou moins d'origine arabe, même si les Palestiniens ne sont pas forcément des Arabes au sens pur du terme. Ils sont de civilisation arabe. En fait, parce que du coup, c'est confus. En fait, fondamentalement, qu'est-ce que c'est la Palestine? J'ai l'impression qu'au départ, c'est une bande de territoire sur laquelle s'est installé, sur laquelle a été créé l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, on parle d'État palestinien. Peut-être que je saute un peu en avant, mais du coup, en fait, qu'est-ce que ça désigne la Palestine? Alors, la Palestine, c'est une notion purement géographique. C'est quelque chose qui se situe. Alors, les limites au nord, c'est le Liban et la Syrie. À l'est, c'est la Jordanie, donc c'est au-delà du Jourdain, au-delà du Jourdain, à l'est. Et puis au sud, c'est le Sinaï qui appartient historiquement à l'Égypte. Voilà, c'est une sorte de rectangle qui n'est pas immense finalement et qui finalement n'a jamais correspondu à une entité politique. Il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il y avait des Palestiniens, mais il n'y a jamais eu d'État palestinien. Il y en aura peut-être un jour. En attendant, il y a l'autorité palestinienne sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais il n'y a pas de précédent historique. Alors qu'Israël peut dire qu'il y a eu un État d'Israël, il y a eu un royaume d'Israël, un royaume de Juda dans l'Antiquité. Ça justifie pas, ça justifie pas la politique des uns et des autres, bien évidemment. Donc 1973, de nouveau, on va le couvert. La guerre du Kippour, attaque des pays arabes, guerre entre les pays arabes et Israël. Là encore, la guerre a été remportée par Israël, mais plus difficilement qu'en 67. Mais néanmoins, elle a remporté la guerre. Mais tout ça fait que les belligérants ont pris conscience, pour certains d'entre eux, que ça ne pouvait pas durer éternellement, qu'il va falloir quand même cohabiter. Et les premiers qui l'ont compris, ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens se sont dit, finalement, on va essayer de faire la paix avec Israël. Et en 79, il y a eu un traité de paix entre Israël et l'Égypte. Donc, parce qu'ils étaient toujours officiellement en guerre depuis tout ce temps-là. Oui, tu sais que l'état de guerre subsiste tant qu'il n'y a pas de traité de paix, même s'il n'y a pas forcément de conflit armé. Okay. C'est plus une notion diplomatique que de la réalité. Une notion de droit, voilà. Alors, Israël a restitué le Sinaï à l'Égypte, parce que finalement, le Sinaï, c'est un désert qui ne présente pas grand intérêt. Et donc, il y a eu ce traité de paix avec l'Égypte. Et ce traité de paix, d'ailleurs, dure toujours. Il n'a pas été remis en cause. Alors, tout à l'heure, je te disais que l'arrivée des Palestiniens dans les États voisins d'Israël a créé des remous. Et alors, il y a eu d'abord en Jordanie. En Jordanie, il y a eu une réaction très violente de l'État jordanien. L'État jordanien a carrément massacré des Palestiniens qui étaient sur son territoire. C'était le fameux Septembre noir. C'est-à-dire qu'ils en avaient marre d'avoir une sorte d'État dans l'État et ils ont carrément, gentiment massacré les Palestiniens. Et d'ailleurs, il y a un mouvement
terroriste palestinien qui s'est appelé Septembre Noir, en mémoire de ce mois de septembre 1970, où les Jordaniens ont brutalement réprimé les Palestiniens. Donc, autre État qui a été profondément déstabilisé par les Palestiniens, c'est le Liban. Comme je disais tout à l'heure, c'est un État multiconfessionnel où l'équilibre est extrêmement subtil, puisque le président de la République est un chrétien maronite, le Premier ministre est un musulman chiite, et le président du Parlement, un musulman chiite, sunnite, pendant que le Premier ministre est chiite pour le président du Parlement. Ça, c'est constitutionnel. C'est un équilibre subtil qui a été mis en place par les Français quand ils sont partis, notamment, en 43, en 44. Donc, et tout au Liban se fait sur le mode clientéliste. C'est-à-dire que quand tu es chiite, eh bien, tu travailles avec des chiites, tu accordes des avantages avec des chiites, tu embauches des chiites. Quand tu es sunnite, tu fais la même chose. Quand tu es chrétien, tu fais la même chose. On se partage en quelque sorte le gâteau, les ressources, etc., les appels d'offres. Bon, alors tout ça, ça tenait tant bien que mal jusque dans les années 67-70. Mais évidemment, l'afflux de Palestiniens a tout foutu en l'air. Les Palestiniens se sont massés à la frontière sud du Liban, donc à la frontière nord d'Israël, et ont commencé à lancer des raids sur Israël. Israël a répliqué et ça a provoqué des séismes confessionnels au sein du Liban. Et le Liban, qui était un pays considéré comme étant la Suisse du Moyen-Orient, eh bien, a sombré dans la guerre civile. Et il y a une guerre civile extrêmement dure et longue qui a duré de 1975 à 1990, où se sont affrontés les chrétiens, les musulmans, les Palestiniens, puisque je mettrais les Palestiniens encore un peu à part, même s'ils sont musulmans dans la très grande majorité, et avec une intervention d'Israël. Israël, périodiquement, a voulu rétablir le calme, parce qu'il voyait avec effroi ces troubles à leur frontière nord, est intervenu à plusieurs reprises au Liban, l'armée israélienne. Bon, avec à chaque fois des épisodes sanglants. Le plus célèbre étant le massacre des Palestiniens des camps de Sabra et Shatila, ce qui d'ailleurs a été perpétré par des milices chrétiennes avec la complicité de l'armée israélienne, parce que les Israéliens s'alliaient plutôt aux chrétiens contre les musulmans au Liban. En Israël aussi, ça a dégénéré, c'est que les Palestiniens en avaient assez de cette brimade, parce qu'ils n'ont pas les droits. Il y a un certain nombre de Palestiniens qui ont des droits civils, mais pas tous. Ceux de Cisjordanie, ils voyaient leurs terres grignotées par les colons qui arrivaient d'Europe, qui s'installaient, qui construisaient quasiment des petites villes, et ils ont une réaction assez naturelle, malheureusement, même si elle est brutale, c'est la première intifada, c'est-à-dire la guerre des pierres en 1987. C'est-à-dire que face à une armée israélienne suréquipée, extrêmement efficace, eh bien, ils n'avaient que comme seule possibilité de se défendre avec des pierres. Tout ça a fait quand même mûrir un certain nombre d'esprits intelligents, notamment dans l'aile gauche de la société israélienne. Il s'est trouvé qu'en 92, la gauche israélienne est arrivée au pouvoir. Et ils se sont dit, il faut qu'on en sorte. D'un autre côté, l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, qui était le représentant des Palestiniens, avec Yasser Arafat à sa tête, se rendait compte que le terrorisme n'aboutissait pas à grand-chose. Il y a eu le terrorisme, notamment quand ils avaient pris en otage, tu sais, des athlètes aux Jeux Olympiques de Munich. Il y a eu de nombreux détournements d'avions. La cause palestinienne a essayé de faire parler d'elle par le terrorisme. Donc, Yasser Arafat se disait, bon, ça n'aboutit pas à grand-chose. La gauche israélienne se disait, il faut qu'on en sorte.
Et il se trouvait qu'il y avait un président américain, Bill Clinton, qui, à l'époque, avait envie de prendre le problème à bras-le-corps. Alors, il y a eu tout un travail souterrain de diplomates, notamment de diplomates norvégiens, parce que c'est pas facile de traiter ce genre de problème-là sur la place publique. Donc, les préalables ont été extrêmement secrets. Et puis, on est arrivé enfin aux accords d'Oslo, les fameux accords d'Oslo, où Yasser Arafat, Isaac Rabin, qui était donc le premier ministre israélien à l'époque, et Bill Clinton se sont serrés la main et ont conclu un accord. Alors, ce n'était pas un accord de paix, c'était un accord de reconnaissance réciproque. C'est-à-dire que l'OLP reconnaissait à Israël le droit d'exister. Ce qui était un grand pas, parce que dans la charte de l'OLP, Israël était nié jusqu'alors. Israël, il fallait l'écrabouiller, chasser les Juifs, etc. Donc, Yasser Arafat avait fait un très grand pas. De l'autre côté, les Juifs, le gouvernement israélien, reconnaissait l'OLP comme représentant officiel du peuple palestinien. C'est pas un gouvernement palestinien, c'est... Alors, justement, on est arrivé à la création de ce qu'on a appelé l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui n'est pas un État, c'est un espèce d'ersatz d'État, mais qui était censé administrer un certain nombre de territoires. On avait découpé la Cisjordanie et Gaza en plusieurs zones. Une zone A administrée par l'autorité palestinienne, aussi bien d'un point de vue sécuritaire que d'un point de vue civil. C'est-à-dire qu'il y avait une police palestinienne qui était autorisée, une zone B qui était administrée par les deux, et une zone C qui était administrée uniquement par Israël. Et tout ça en Cisjordanie et à Gaza. Bon, ces accords d'Oslo, ils ont eu le mérite d'être un premier pas, mais malheureusement, c'était un premier pas qui n'a pas été plus loin. Parce que les extrémistes des deux bords ont tout fait pour le faire capoter. Les extrémistes juifs ont assassiné Isaac Rabin, et les extrémistes palestiniens qui sont constitués en Hamas, dont on parlera jusqu'à nos jours, ont tout fait aussi par des attentats pour exacerber la réaction des Israéliens. Des deux côtés, on a tout fait pour faire capoter ces accords d'Oslo, qui donc n'ont jamais abouti à un véritable plan de paix. Et on en est encore là aujourd'hui. Alors ces accords d'Oslo qui, dans l'esprit des signataires, devaient aboutir à la création de deux États, eh bien maintenant ils sont caducs, malheureusement. Ils sont caducs et on se demande même si un jour on pourra créer un État palestinien, compte tenu que la colonisation israélienne a progressé et a véritablement mité la Cisjordanie. Alors, la carte de la... Oui. Excuse-moi, parce qu'il y a un point de confusion. C'est quand je me balade sur Wikipédia, il y a un article dédié à l'État de Palestine, en fait, qui dit que c'est un État souverain de jure qui se situe au Moyen-Orient, qui est reconnu par 135 États, anciennement intégré à l'Empire ottoman, passé sous mandat britannique et émerge comme État indépendant à la suite de la guerre israélo-arabe de 48-49. Alors du coup, c'est un État ou c'est... Non, c'est pas un État, c'est une autorité. Alors certes, l'autorité palestinienne a un siège d'observateur à l'ONU, mais ce n'est pas un véritable État au sens propre du terme. C'est une espèce de fiction juridique. D'ailleurs, ça s'appelle l'autorité palestinienne. C'est pas l'État de Palestine. L'État de Palestine, c'est ce qui viendra peut-être un jour si tout le monde se met autour de la table et tombe d'accord là-dessus. Mais pour le moment, l'autorité palestinienne n'est pas un véritable État. Alors, ça a les apparences de l'État, c'est une sorte de Canada Dry, c'est-à-dire qu'il y a un premier ministre, ça a été Yasser Arafat et maintenant c'est Mahmoud Abbas. Il y a des élections, il y a une police, mais c'est pas un véritable État. Et en tout cas, son territoire est complètement mité par les colonies israéliennes. Quand on regarde les territoires qui sont sous juridiction de l'autorité palestinienne, c'est une peau de léopard.
les Israéliens ont tout fait pour le rendre non viable. Ils ont créé des colonies qu'ils entouraient de barbelés, ils ont pris des terres aux Palestiniens, ils ont créé des routes aussi pour rejoindre les colonies en Cisjordanie, les joindre à l'État d'Israël, des routes qui sont quasiment des barrières. Tu t'aperçois que maintenant, c'est vraiment un gruyère. On peut plus constituer un État palestinien avec ça. C'est pas possible. Hein. C'est quelques îlots de paysans palestiniens qui sont au milieu de colonies israéliennes et les uns sont séparés des autres par des murs, par des routes, etc. Alors voilà où nous en sommes maintenant. Alors tout ça, ça s'est radicalisé parce que évidemment, il y a eu une deuxième intifada en 2000-2005. Et puis, Israël a dû de nouveau intervenir 2 fois au Liban, une fois en 96 et une fois en 2006. Et puis, il y a eu l'épisode de Gaza. Alors, Gaza, c'est une bande de terrain qui fait à peu près 20 km de large sur moins de 100 km de long. C'est minuscule. C'est minuscule. Avant 1967, donc avant la guerre des 6 jours, c'était administré par l'Égypte. Depuis la guerre des 6 jours, Israël l'avait annexé. Dans les années 2000, Israël s'est rendu compte que cette bande de Gaza, c'était un nœud de vipère. Le Hamas avait plus ou moins pris le pouvoir. Le Hamas est rival de l'OLP, de ce qu'on appelle le Fatah. Le Fatah de Yasser Arafat et le Hamas ne peuvent pas s'entendre. C'est deux, parce que le Fatah, donc qui est le successeur de l'OLP, est un mouvement plutôt, pour faire simple, laïque, un peu de gauche. Bon, même si ce sont des musulmans et même si il y a pas que des anges au milieu, alors que le Hamas et le Fatah en plus a admis l'existence de l'État d'Israël, puisque l'autorité palestinienne, elle vit avec l'État d'Israël. Il y a des relations institutionnelles entre les deux, parce que l'État d'Israël, par exemple, collecte les droits de douane pour le compte de l'autorité palestinienne. Bon. Donc, le Fatah, de l'autorité palestinienne, est un mouvement beaucoup moins extrémiste que le Hamas. Le Hamas, il s'est créé dans la bande de Gaza, et lui, c'est un mouvement très imprégné par l'islamisme radical, et lui qui nie l'existence d'Israël. Eux, ce sont vraiment des extrémistes. Donc, Israël n'arrivait plus à tenir la bande de Gaza. Ils se sont dit, finalement, on va s'en retirer, et puis on va la laisser à l'autorité palestinienne. Sauf que l'autorité palestinienne, elle n'est pas en mesure de faire respecter son autorité à Gaza. D'une part, parce que quand tu regardes une carte, la Cisjordanie, où l'autorité palestinienne est installée à Ramallah, c'est son siège, est quand même éloignée de Gaza. Entre les deux, il y a quand même peut-être une centaine de kilomètres. Il n'y a pas de continuité territoriale. Et en plus, l'autorité palestinienne est aux mains du Fatah et la bande de Gaza, par des élections, est tombée aux mains du Hamas. Et tous les deux, ils ne peuvent pas se sentir. Donc, l'autorité palestinienne n'a plus aucune autorité sur Gaza. Gaza est devenu une sorte d'électron libre, entièrement contrôlé par le Hamas. D'accord. Donc, le Hamas, en fait, ce que j'ai vu que c'était déclaré comme organisation terroriste. C'est ça ou c'est plus compliqué que ça, en fait? Alors, le Hamas a été déclaré mouvement terroriste par les Occidentaux parce que justement, il pratique à grande échelle le terrorisme, alors que le Fatah ne le pratique plus maintenant. Le Fatah, du temps où c'était l'OLP dans les années 70, pratiquait le terrorisme. Mais maintenant, ils administrent en bon bourgeois, assez corrompu d'ailleurs, l'autorité palestinienne. Donc, ils n'en sont plus au terrorisme. Ils collaborent avec l'État d'Israël. Donc, d'un côté, tu as des Palestiniens, je dirais, presque modérés, entre guillemets. Il faut faire très attention au sens des mots au Moyen-Orient.
qui administre un territoire en collaboration avec les Israéliens, et puis de l'autre côté, une bande d'excités, je dirais, gorgée d'islamisme, qui administre une espèce de micro-territoire et qui commettent des attentats. Et puis, on a vu ce qui s'est passé ces derniers temps. Les attentats, eh bien, ils sont allés porter le fer dans Israël dans des conditions extrêmement douloureuses, atroces, atroces. Ok, bah écoute, on arrive petit à petit donc à l'époque moderne, à l'état où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression que le nouveau gouvernement Netanyahou, alors Netanyahou qui a été Premier ministre par intermittence Oui. d'Israël, est plutôt ancré à droite. Donc, est-ce qu'il faut en conclure qu'ils ont tendance à mener une politique plus musclée vis-à-vis des musulmans? Oui, alors Netanyahou est un espèce d'opportuniste qui d'ailleurs qui a des casseroles derrière lui. Il est poursuivi par la justice de son pays. Il a essayé d'ailleurs de modifier les institutions de façon à ce que justement on ne puisse pas l'inculper. Et il s'est allié avec les franges les plus extrémistes des juifs, hein, les juifs ultra-orthodoxes. Les gens, il s'est allié avec des gens qui ni même d'existence des Palestiniens. Donc c'est vraiment l'image inversée du Hamas, hein, des gens qui vraiment, il y a certains notamment des colons en Cisjordanie, mais qui tiennent des discours. Pour eux, les Palestiniens n'ont aucune place en Terre Sainte. C'est leur terre à eux, point barre. Hein, et les Israéliens et les Palestiniens, il faut les en chasser. Donc, il s'est appuyé sur ces mouvements ultra-religieux et de ce fait, il mène une politique, je dirais, extrémiste. C'est même pas de la droite, c'est de l'extrême droite. Et donc, automatiquement, il a encouragé la colonisation. Encourageant la colonisation et le mitage de la Cisjordanie, il a provoqué en retour, c'est toujours la même chose, l'extrémisme attire l'extrémisme. L'extrémisme juif a entraîné l'extrémisme palestinien. Ça n'excuse ni les atrocités des uns, ni les atrocités des autres, hein, on est bien d'accord. Mais dès lors que tu as une vision politique extrémiste et pas prêt au compromis, et ben de l'autre côté, on n'est pas prêt au compromis non plus. Et ça se termine dans le sang, comme c'est actuellement. Voilà. Et donc, on aura les gens qui ne sont pas capables de se mettre autour d'une table et puis de voir s'ils peuvent avoir des points d'accord, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, eh bien, on en restera là. Juste pour comprendre, est-ce que c'est Netanyahou, est-ce que c'est quelqu'un qui a été porté au pouvoir par une volonté populaire qui était d'accord avec ses idées, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est un peu faufilé entre les mailles du filet? Est-ce que ça représente vraiment la volonté du peuple israélien? Alors, il a une faible majorité. Hein. Il faut bien voir qu'à la Knesset, le Parlement israélien, il faut qu'il s'appuie justement sur des partis ultra-orthodoxes pour pouvoir continuer à gouverner. Hein. Sa majorité est extrêmement ténue. Et parmi les Israéliens, il y a des gens, il n'y a pas que des juifs extrémistes, il y a des gens qui sont plus modérés, qui se rendent bien compte qu'à un moment ou à un autre, il faudra faire quelque chose avec les Palestiniens. Alors, il y a deux idées qui courent dans l'esprit, c'est soit deux peuples dans un même État, ça serait accorder la totalité des droits civiques à tous les Palestiniens. À ce moment-là, ça ferait un État binational, hein, pourquoi pas, avec des Palestiniens et des Israéliens et des Juifs, pardon, qui auraient la même nationalité et les mêmes droits à l'intérieur de l'État d'Israël. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est deux États séparés et cohabitant harmonieusement tous les deux. Donc, parmi les Israéliens les plus modérés, les plus éclairés, si je puis dire, il y a ces idées-là. Mais là, en ce moment, ces idées-là, elles sont mises de côté parce que le traumatisme est tellement grand, les atrocités ont été tellement terribles que les modérés, ils n'ont plus la parole. Ils n'osent plus prendre la parole. Tous les Israéliens disent, mais non, mais attendez, il faut commencer par éradiquer le Hamas, c'est pas possible. On ne peut pas garder des gens comme ça juste à côté de nous. Il faut voir que la Palestine, c'est tout petit, que entre Gaza et les principales villes israéliennes, c'est des dizaines de kilomètres, c'est pas des centaines ou des milliers de kilomètres. Donc,
on comprend que pour le moment, les Israéliens sont à cran et veulent écraser le Hamas qui a fait des atrocités. D'un autre côté, les Palestiniens ne voient plus d'horizon. Oslo, les accords d'Oslo, ça a disparu du paysage. Ils ne voient plus de solution. La solution à deux États, même, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On ne veut pas nous accorder un État. Et à l'intérieur de l'État d'Israël, les gens qui habitent en Cisjordanie, les Palestiniens en Cisjordanie, ils n'ont pas l'intégralité de leurs droits civiques. On pratique une forme d'apartheid à leur rencontre. On les chasse de leur terre. Donc, des deux côtés, on ne voit pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. C'est ça le problème. Il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on se calme et on se mette autour de la table. Juste parce qu'il y a un point qui m'intrigue, c'est que du coup, la troisième religion monothéiste, en Israël, il y a des protestants, des catholiques, Oui, qui bien en sûr. pensent, et comment ils interviennent, enfin, comment ils se positionnent par rapport à ce conflit? Alors, ils ont profil bas, forcément, profil bas. Tu les entends pas, hein, ils n'en pensent pas moins. Il y a une communauté chrétienne assez importante à Jérusalem. Il y a des Palestiniens chrétiens. Ça date de l'époque romaine, hein, à la fin de l'époque romaine. Mais tous ces gens-là, évidemment, pour le moment, ils la ramènent pas parce que de toute façon, s'ils la ramènent, ils risquent de s'en prendre plein la tronche. Hein, excuse-moi l'expression. Donc, on les entend pas beaucoup. Alors, chacun doit avoir sa petite opinion. Hein. Peut-être que certains disent, vaut mieux que ce soit des Israéliens qui tiennent le manche parce que avec les Palestiniens, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que d'autres disent, il faudra bien qu'un jour on accorde des droits aux Palestiniens parce qu'on ne peut pas rester dans cet état-là. Mais on les entend pas beaucoup. Ok. Donc en fait, finalement, tu avais bien résumé au tout début. Finalement, c'est une guerre entre musulmans et juifs voilà, qui est un peu pris en otage par les extrémistes. J'ai l'impression, parce Exactement. que je doute pas que une grande partie de la population musulmane et juive sur ces territoires-là voudrait que les choses se calment et serait prêt à cohabiter. Alors je sais pas, il y a peut-être une sorte d'intolérance culturelle, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de la majorité de la population. Alors, c'est difficile de faire des sondages parce que, Oui, bon, notamment en ce moment, parce que avant les événements de ces dernières semaines, peut-être qu'il y avait beaucoup de voix, je dirais, pacifistes en Israël. En ce moment, c'est pas possible. Si tu dis, bon, le traumatisme est tellement grand que tous les Israéliens sont derrière Netanyahou, même s'ils lui demanderont des comptes, parce qu'on voit que l'armée israélienne a pas protégé les kibbutz. Hein. Elle était trop occupée à protéger les colonies en Cisjordanie, et du coup, elle était plus à la frontière avec la bande de Gaza, alors qu'on savait que ça allait péter un jour ou l'autre là-bas. Hein. Mais l'armée israélienne a été détournée de son objet pour aller protéger les colonies juives en Cisjordanie, hein, au lieu de protéger les frontières. Et alors maintenant, évidemment, arrive aussi dans le jeu le Hezbollah. On parlait du Liban, les chiites libanais sont évidemment très liés avec les chiites iraniens, et avec la Syrie également, et avec l'Irak. C'est ce qu'on appelle le croissant chiite. Et le Hezbollah est un mouvement terroriste encore plus puissant que le Hamas, qui est né à l'occasion justement de la guerre civile au Liban, dont on parlait tout à l'heure, hein, 75-1990. Et le Hezbollah commence à envoyer des roquettes aussi sur Israël, et Israël commence à répliquer. Donc Israël est coincé entre, au nord, le Hezbollah, chiite, qui est un mouvement terroriste aussi de sac et de corde, hein, et puis le Hamas au sud-ouest. Et Ouais. les États arabes comptent les points pour le moment. Hein, ils n'osent pas trop parce que les intérêts des États ne sont pas les mêmes que les intérêts des Palestiniens. Bien sûr, je pense qu'il y a des opportunistes, il y a des gens qui, voilà, Voilà. ça peut sombrer dans des trucs plus Israël, multi. ces derniers temps, avait d'excellentes relations avec l'Arabie saoudite. Hein, les fameux accords d'Abraham, dont tu parlais tout à l'heure, je crois, hein,
sous l'égide de Trump. C'est peut-être un des seuls points positifs de la présidence de Trump, entre le Maroc, le Soudan, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, et puis je crois c'est Bahreïn et Israël qui entretiennent des relations diplomatiques. Et l'Égypte qui est en paix aussi avec Israël. Donc, on était arrivé, avant cette histoire de Gaza, à une forme de relation diplomatique assez hypocrite d'ailleurs, basée sur les intérêts communs entre des États arabes et Israël. C'est pour ça que les extrémistes du Hamas se sont dit, il faut qu'on rappelle peut-être brutalement aux États arabes qu'il faudrait qu'ils nous soutiennent. Et ça, ils l'ont fait aussi par les attentats. Ça oblige les États arabes à prendre position. Alors que jusqu'ici, ils voulaient faire simplement des affaires avec Israël, qui est quand même une puissance économique non négligeable au Moyen-Orient. Alors, juste pour revenir sur l'histoire de la vie de la population, les accords d'Oslo, ils avaient été accueillis comment par le peuple, enfin par les différents peuples? Toujours la même chose. Les gens de bonne foi, les modérés, etc., qui sont certainement ceux qu'en général on entend le moins. Ils ont accueilli ça favorablement en se disant on va enfin avoir d'un côté un État palestinien et puis de l'autre côté on va avoir, nous, Israéliens, la paix. Mais c'est toujours la même chose. Les modérés, c'est malheureusement pas ceux qui font l'histoire. On l'a vu quand on a fait la Révolution française, etc. Tu as toujours des extrémistes qui disent non, on ne veut pas de ça, donc on va créer une situation tellement tendue qu'il ne sera plus possible de s'entendre. À partir du moment où tu commets des attentats, eh bien, ça rend impossible les accords après, parce que ça exacerbe même les gens qui étaient pacifiques, ils prennent parti, ils disent oui, il faut qu'on les écrase, ces terroristes, il faut qu'on s'en débarrasse. C'est un peu ce qu'on connaît aussi dans nos pays occidentaux. Quelle est la stratégie de Daesh, des mouvements de ce genre? Pourquoi commettent-ils des attentats? Pour que justement on réagisse violemment vis-à-vis des musulmans. C'est pour créer une forme de guerre civile entre musulmans et non-musulmans. Pour le moment, ça n'a pas encore marché dans les États occidentaux. Mais on voit qu'il y a un sentiment anti-musulman qui monte. Le but des extrémistes, c'est de faire en sorte que les gens se battent, parce qu'ils espèrent qu'ils tireront les épingles du jeu dans ce petit jeu-là. Mais dans le cas des musulmans en Palestine, ça a l'air d'être peine perdue, puisque j'ai l'impression qu'Israël écrase militairement. La riposte d'Israël suite aux attentats du Hamas a été extrêmement violente, et il n'y avait pas une onde d'espoir d'amélioration de la situation des populations sur place. Enfin, tout était un peu prévisible dans la réaction d'Israël. Alors c'était une action qui allait volontairement nuire aux intérêts musulmans, quelque part. Oui, mais le Hamas, c'est la stratégie du pire. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'ils allaient provoquer une réaction violente d'Israël. Mais de ce fait, ils savent que cette réaction d'Israël va provoquer de la sympathie pour leur cause. Dans les tout premiers jours qui ont suivi les événements de ces dernières semaines, tout le monde était à l'unisson pour plaindre les Israéliens. Maintenant que les Israéliens bombardent à tort et à travers la bande de Gaza, eh bien, tu as des voix, y compris en Occident, commençant à dire oui, les Palestiniens sont des victimes. C'est vrai, ce sont des victimes. Donc, la stratégie du Hamas, elle est très claire. C'est de victimiser le peuple palestinien. C'est la stratégie du pire. C'est horrible. C'est horrible. Et effectivement, comme tu disais, il n'y a aucune solution en vue tant que ce sera. Parce qu'on ne peut pas arrêter, on ne peut pas empêcher une frange extrémiste de faire des attentats, parce que c'est. Voilà. Alors, j'ai un ami qui me demandait, et c'est une question plutôt légitime, comment a fait le Hamas pour s'armer et pour préparer cet attentat, parce que c'est quand même situé sur une toute petite bande. Enfin, ils étaient sur un territoire réduit. A priori, ils n'ont pas les moyens économiques de produire des armes sur place. Comment ils ont réussi à être armés?
Alors, ils sont armés manifestement par des puissances étrangères qui ont intérêt à ce que tout ça dégénère, notamment l'Iran, mais pas seulement. Euh, on leur fait passer notamment des matériels par des tunnels qui passent sous les... Parce que Gaza est quasiment encerclé par des barbelés, par des murs. Mais il y a des tunnels qui permettent de faire passer, depuis l'Égypte notamment, des armes, des roquettes, ou tout ce qu'il faut pour créer ses propres roquettes, parce que ça peut se confectionner. Hein. Il y a des gens qui ont intérêt à souffler sur les braises, et notamment l'Iran. Parce que Israël est le pire ennemi de l'Iran. Ok. L'Israël voit avec terreur l'Iran devenir progressivement une puissance nucléaire. J'ai j'ai- Oui. j'ai l'impression qu'on est passé d'un monde où les grandes puissances s'affrontaient directement à un monde où les grandes puissances s'affrontent par des conflits locaux. Voilà. C'est entre guillemets la guerre entre les États-Unis et la Russie continue par le biais de l'Ukraine. Bon, les affrontements en Syrie. Enfin, voilà, ça simplifie peut-être hein, ce que je dis, mais Bah, c'est la conséquence de la possession de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que des pays qui ont l'arme atomique, la Russie, la Chine, les États-Unis, bon, la France et la Grande-Bretagne, enfin ça c'est autre chose, Israël, le Pakistan, l'Inde probablement, ne peuvent plus s'affronter directement. Ou alors s'affronter en se retenant, parce que l'arme nucléaire est une arme tellement épouvantable, tellement absolue et qui entraîne des représailles à hauteur. Hein. C'est-à-dire, si un jour la Russie s'en prenait directement aux États-Unis avec une arme nucléaire, je dirais que dans les secondes qui suivent, il se recevrait également une bombe atomique sur Moscou. Hein. Donc, les grandes puissances nucléaires ne peuvent plus s'affronter directement. Elles s'affrontent par terrain interposé, par puissance interposée, comme tu dis très justement. donc c'est terrible parce qu'en fait, c'est pas que. C'est non seulement un conflit local qui est mené par des franges extrémistes, comme on l'a vu, mais aussi indirectement entretenu par des gens qui ont intérêt à maintenir ces situations de conflit. Donc voilà, il y a des responsabilités multiples. Je précise tout ça parce que on voit beaucoup de discours unilatéraux sur les réseaux sociaux. Moi, ça me fait bondir. Hein, genre, alors, effectivement, on déplore les victimes israéliennes, on déplore les victimes palestiniennes, mais pointer un seul coupable dans cette histoire, ça semble absurde. C'est un faisceau d'intérêts. Chacun joue sa partition. Et il y a le discours officiel et puis il y a ce qu'on fait en sous-main. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont intérêt à ce que la paix ne règne pas. Hein, parce que bon, l'Iran a intérêt à maintenir sa tutelle sur ce qu'on appelle les États chiites, le croissant chiite, hein, l'Irak, la Syrie, le Liban. Israël a tout intérêt à essayer de contenir l'Iran, parce que l'Iran est une puissance qui va devenir nucléaire et qui est dangereuse. L'Arabie Saoudite s'était alliée plus ou moins, enfin alliée, c'est un grand terme, s'était réconciliée avec Israël parce que l'Arabie Saoudite est un rival de l'Iran. Il faut bien voir que l'Arabie Saoudite et l'Iran se partagent ce qu'on appelle le Golfe Persique ou le Golfe arabo-persique. Et il y a des incidents périodiques. L'Arabie Saoudite est sunnite, l'Iran est chiite. Et entre chiites et sunnites, c'est un peu comme à une certaine époque entre protestants et catholiques. Ok. Alors, on va devoir s'arrêter là. En tout cas, félicitations pour cette capacité à résumer quelque chose qui est complexe. Il y a beaucoup de choses qu'on a dû laisser de côté, malheureusement, parce que c'est Oui, ah bah oui, extrêmement. Mais bon, sûrement. après, c'est plus source de confusion qu'autre chose, parce que quand on rentre trop dans les détails, je trouve qu'on perd la vision d'ensemble, qui est essentielle. Je préfère qu'on simplifie un petit peu et qu'on ait une compréhension, voilà, au moins minimale, plutôt qu'on rentre dans trop de détails, parce que la page Wikipédia sur le conflit israélo-palestinien est longue comme le bras. Puis il y a tout un tas de pages, là j'en ai 12 d'ouvertes au moins sur mon ordinateur pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'y vois un peu plus clair, j'ai l'impression, sur les grands acteurs, sur le processus qui a mené à cette dégénérescence, enfin, les tentatives de paix, leur échec et tout ça. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de films, alors dont j'ai pas les titres, mais je sais qu'il y a eu un film d'animation sur les massacres que tu me citais tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom.
Sabra Satila? Ouais, Chabra Satila, ouais, il y a un film d'animation que j'avais vu, Ouais. dont il faudrait que je retrouve le nom. Voilà, c'est le film Valse avec Bachir, qui Ah est oui, un, oui, oui, voilà. si, ouais, oui, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler, oui. Voilà, bah, je l'avais vu et ça montre le souvenir traumatique d'un soldat qui a participé à cette période sombre donc du conflit. Voilà, comme ça qui s'ensuit. Il y a eu un film sur justement les attentats de Munich qui s'appelait Munich, je crois, du coup. Euh, Mhm. ouais, film de 2005 avec notamment Daniel Craig et Mathieu Kassovitz qui racontait donc l'histoire de cette prise d'otage et le fiasco des forces spéciales allemandes à ce moment-là dans leur tentative de libérer les otages. Voilà, il y a plein de petits éclairages comme ça qu'on peut trouver dans des films, dans des livres. Je sais pas si tu as d'autres recommandations de ton côté. Non, non, personnellement, non, ça ne me vient pas à l'esprit. Hein, ça ne me vient pas à l'esprit. J'ai pas dans tête un ouvrage qui ferait euh, qui aurait une vision panoramique de l'ensemble de la question. Hein. Autant j'en ai d'autres sur la Seconde Guerre mondiale, mais pas sur ce conflit-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. J'ai dû aller collecter des petits morceaux d'informations un peu partout pour essayer de faire quelque chose d'à peu près cohérent et moi-même comprendre, hein, parce que j'avoue bien honnêtement que avant de faire ce podcast, j'avais pas toutes les briques pour construire tout ça. Hein. J'avais des flashs, des morceaux, des lambeaux. Là maintenant, ça commence à un peu mieux s'articuler. Alors, je cherche de mon côté, mais je retrouve pas le nom. Il y a un jeu vidéo dans ce qu'on appelle un serious game, un jeu sérieux, qui proposait un peu une mise en abîme de ce type de conflit où on incarnait donc des militaires qui devaient bombarder les positions terroristes dans une zone voilà, où il y avait de nombreux civils. Et le twist, j'ai envie de dire, c'est que quand on voit les positions, nécessairement, on est imprécis. C'est en fait de la réalité. Et en fait, chaque fois qu'on bombarde, on crée plus de terroristes dans la population. En fait, on contribue, voilà. Et en fait, Ouais. la seule solution, c'est entre guillemets de ne pas bombarder. Voilà, donc c'est un jeu qui est un peu subversif et qui essaye d'aller à l'encontre de notre instinct à la violence. Bah, alors, je suis pas du genre à être critique des jeux vidéo, mais c'est vrai que dans les jeux vidéo, on nous montre que la violence comme solution. Dans les jeux comme Call of Duty, on glorifie le fait de résoudre les problèmes en tuant les terroristes. Ils sont toujours bien identifiés. Et finalement, il y a peu de jeux qui nous montrent un peu la réalité du terrain. C'est le fait que les populations civiles trinquent, que en fait, il y a jamais les gentils et les méchants, c'est toujours deux camps qui s'affrontent. Il y a un jeu célèbre qui s'appelle Spec Ops The Line qui montre justement on incarne des militaires au début en reprenant les codes des jeux militaires de combat. Et on arrive à des situations où on tue par accident des civils, les soldats subissent des traumatismes, leur santé mentale se dégrade, et voilà, c'est encore une fois un jeu qui essaye de nous montrer un peu les réalités des choses. Et je suis obligé de citer pour terminer This War of Mine, qui est un célèbre jeu qui est basé lui sur le siège de Sarajevo en 95, qui nous propose d'incarner des civils pendant la guerre. D'ailleurs, leur bande-annonce disait bah, dans la guerre, il n'y a pas que tout le monde n'est pas un militaire. Et on incarne des civils qui subissent un siège et qui doivent survivre au milieu d'une zone bombardée. Voilà. Donc, Alors, oui, vas-y. pour revenir sur le terrorisme, on est terroriste à tour de rôle, hein, chacun son tour. Les Juifs ont pratiqué le terrorisme à l'époque de la fin du mandat britannique. L'Irgun et la Haganah étaient des organisations terroristes qui ont fait sauter, par exemple, l'hôtel King David en tuant de très nombreuses personnes. L'OLP, au début, était une organisation terroriste. Bon, maintenant, le Fatah qui l'a remplacé n'est plus vraiment une organisation terroriste. Hein. On voit que terroristes d'hier peuvent devenir, je dirais, des gens fréquentables le lendemain. Ça dépend, le surlendemain. Hein. Peut-être que le Hamas, dans 15 ou 20 ans, sera un mouvement avec lequel on traitera parce qu'on n'aura pas le choix et qui a fait le ménage dans ses rangs des gens les plus extrémistes. C'est toujours la même chose. On n'est jamais définitivement le bon ou le méchant. Bien sûr. On l'est à tour de rôle et selon le point de vue de l'adversaire.
Et oui, parce que rappelons, même pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont lâché des bombes qui ont fait enfin, des bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, qui ont fait des centaines de milliers de morts. Et ce n'est qu'un tout petit aspect de toutes les atrocités qui ont pu être commises aussi par les pays qui sont généralement présentés comme les gentils dans ce conflit-là. Mmh. J'ai La retrouvé. résistance, la Oui, résistance française a commis des attentats contre les Allemands. Donc, on est nous les premiers à dire bah, c'était très bien. Sauf que certains attentats ont provoqué des prises d'otages de civils et des exécutions en masse de la part des Allemands. Hein. Est-ce que c'était vraiment judicieux pour le fameux Fabien, le colonel Fabien, d'aller assassiner un officier allemand dans le métro? Ça a provoqué une réaction vigoureuse. Euh, bien sûr. il- Même les mouvements de résistance français, qu'on glorifie à juste titre, ont aussi un aspect qui peut être pervers, hein, Bien sûr. pour Bien autant sûr, de bien sûr. réactions disproportionnées. Alors, j'ai retrouvé le nom du jeu vidéo sur les bombardements. Ça s'appelle September the 12th, Ah, qui parle de la riposte justement des États-Unis, qui met en scène la riposte des États-Unis après les attentats du 11 septembre. Voilà. Voilà, voilà. On va s'arrêter là. On est déjà à 1h30 d'enregistrement. Ça fait peut-être un peu mon montage, mais je pense qu'on a bien balayé les sujets. Merci beaucoup, Frédéric. Et à bientôt pour encore de nouveaux sujets, de nouveaux soins d'histoire. d'accord, à bientôt.